un pequeño problema técnico que estamos tratando de solucionar con el visionado del video. Si nos dan un ratito, seguramente acomodaremos y lo volveremos a brindar. Bonjour à toutes et à tous, et très heureux de me retrouver avec vous pour réfléchir ensemble sur la question: qu'est-ce que la pédagogie peut apporter à une enseignante ou à un enseignant aujourd'hui? Alors en introduction, peut-être pouvons-nous rappeler l'origine du pédagogue. Dans la Grèce antique, le pédagogue, ça n'est pas le précepteur, ça n'est pas celui qui enseigne à proprement parler les mathématiques ou la natation. Le pédagogue, c'est celui qui accompagne l'enfant chez le précepteur. Dans les familles aisées, le pédagogue est un esclave, en général un esclave instruit ou qui va s'instruire, à qui l'on confie une charge particulièrement importante, qui est de veiller sur la nature des enseignements que l'enfant va recevoir. Et le pédagogue, sur le chemin de ces enseignements, va donc parler avec l'enfant, l'interroger sur ce qu'il veut apprendre, sur ce qu'il a appris, sur ce qu'il a retenu et sur la manière dont ces apprentissages ont été ou non déterminants sur son développement. Qui l'on confie une charge particulièrement importante, qui est de veiller sur la nature des enseignements que l'enfant va recevoir. Et le pédagogue, sur le chemin de ces enseignements, va donc parler avec l'enfant, l'interroger sur ce qu'il veut apprendre, sur ce qu'il a appris, sur ce qu'il a retenu, et sur la manière dont ces apprentissages ont été ou non déterminants sur son développement. Alors on pourrait, à partir de cette origine, en déduire au moins une première conclusion provisoire, c'est que dans la pédagogie, l'accompagnement est quelque chose de fondamental. On accompagne un être, on accompagne le développement d'un sujet, on l'accompagne vers des connaissances qu'il va s'approprier, on l'accompagne pour qu'il devienne un adulte, pour qu'il devienne un être émancipé dans un collectif solidaire. Alors, après cette petite introduction, je voudrais structurer mes propos en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre plus en profondeur ce que c'est que la pédagogie, ce que c'est que l'histoire de la pédagogie, pour comprendre ce que peut nous apporter la pédagogie. Et puis, dans un second temps, nous réfléchirons à ce que la pédagogie peut nous apporter très précisément dans deux domaines. Dans le domaine de ce que j'appelle la fonction critique, une fonction théorique, et puis dans le domaine très concret, pour nous aider à faire face à nos difficultés quotidiennes dans nos classes. Alors, première série de remarques, elles sont essentiellement terminologiques et elles vont se regrouper en trois parties. D'abord, je vais me demander avec vous qu'est-ce qu'un pédagogue, mais un pédagogue aujourd'hui, pas un pédagogue dans l'Antiquité. Ensuite, je vais me demander avec vous qu'est-ce que l'entreprise pédagogique. Et puis, nous irons un tout petit peu plus loin et nous nous demanderons qu'est-ce qu'une doctrine pédagogique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un pédagogue? Comment définir un pédagogue? Un pédagogue comme Pestalozzi, un pédagogue comme Paulo Freire et un pédagogue comme Célestin Freinet, un pédagogue ou une pédagogue comme Maria Montessori par exemple. Eh bien, tous les chercheurs sont à peu près d'accord pour dire que ce qui caractérise le pédagogue, c'est que ça n'est pas simplement un théoricien de l'éducation, c'est un théoricien praticien. C'est quelqu'un qui certes manipule de la théorie, mais qui est confronté à des enfants concrets et qui tente, avec ces enfants concrets, de mettre en application ces théories. Et c'est quelqu'un qui vit dans cette difficulté de la mise en œuvre de principes éducatifs et qui vit de la confrontation permanente d'exigences théoriques avec les résistances concrètes auxquelles il a à faire face.
Alors oui, à cet égard, on peut dire que Jean-Jacques Rousseau n'est pas un pédagogue. C'est un remarquable philosophe de l'éducation, comme Emmanuel Kant, comme bien d'autres, mais ce ne sont pas des pédagogues. Le pédagogue, il va se caractériser par le fait que sa théorie est en permanence en interaction avec ses pratiques, qu'il enrichit sa théorie par ses pratiques et qu'il enrichit ses pratiques par sa théorie. C'est en ce sens que nous sommes, nous autres enseignantes et enseignants, des pédagogues, parce que nous sommes à la fois des gens qui devons avoir une théorie de l'éducation, mais aussi des gens qui, au quotidien, la mettons en pratique. Alors voilà pour le pédagogue. Maintenant, on pourrait dire qu'est-ce que l'entreprise pédagogique? Alors j'ai étudié pour ma part, ça a été une grande partie de mon travail de recherche, les discours des grandes figures de la pédagogie. Et il m'a semblé que leur entreprise pouvait être comprise dès lors qu'on faisait émerger chez ces grandes figures deux principes constitutifs. Le premier principe qui me paraît caractériser les pédagogues, c'est le principe de l'éducabilité de chacun et de chacune. L'éducabilité. On fait le pari, et c'est un pari, que chacune et chacun est éducable, qu'il peut apprendre et qu'il peut grandir. C'est un pari, ça n'est pas une connaissance scientifique, c'est un pari sur l'humain. C'est un pari sur le fait que le savoir est partageable par toutes et tous, sans exclusive ni exclusion. C'est un pari qui nous fait tenir debout, qui nous fait chercher des moyens pour y parvenir. C'est un pari qui fait notre identité. Mais si on pousse jusqu'au bout ce principe, on peut en venir à de dangereuses dérives. En effet, au nom du principe de l'éducabilité, et parce qu'on fait le pari que chacun est éducable, eh bien on pourrait utiliser des moyens qui ne seraient pas parfaitement conformes avec le respect de l'humain. On pourrait par exemple utiliser des moyens qui confinent au dressage ou à la manipulation. Et on sait bien qu'un certain nombre de pédagogues ont pu basculer dans cette dérive. Les ouvrages de science-fiction nous montrent des sociétés totalitaires dans lesquelles l'éducation, c'est de la manipulation et du dressage. Or, le pédagogue ne peut pas se résigner à cela, parce que le pédagogue transmet, il fait l'hypothèse qu'il faut transmettre le savoir à toutes et à tous, mais il fait l'hypothèse aussi que ce savoir doit être approprié par chacune et par chacun. Il fait l'hypothèse que ce savoir n'aurait pas de valeur si l'individu ne s'était pas lui-même projeté dans l'acte d'apprentissage, n'avait pas métabolisé ses savoirs pour les faire siens, si le sujet n'avait pas profondément intégré ses savoirs, s'il ne s'était pas lui-même et librement investi. Alors, on a là deux principes qui ne sont pas faciles à rendre compatibles. On a un principe qui dit chacune et chacun est éducable. Voilà, et il faut tout faire pour l'éduquer. Et on a un autre principe qui nous dit oui, mais attention, chacune et chacun va apprendre, mais il va décider d'apprendre. Et lui seul, elle seule, peut décider d'apprendre. Je ne peux pas apprendre à sa place, ou alors ce serait des réflexes conditionnés. Alors, comment faire en sorte de rendre compatible le principe d'éducabilité et le principe de liberté? Eh bien, c'est Jean-Jacques Rousseau qui, dans les Mille, nous ouvre la porte vers cela. Jean-Jacques Rousseau qui nous dit « Jeune instituteur, jeune institutrice, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. » Tout faire en ne faisant rien. Pourquoi tout faire? Parce qu'on n'a jamais fini d'imaginer des situations qui soient stimulantes, qui soient riches, qui soient des situations qui apportent à l'enfant, qui apportent à l'élève, qui apportent au jeune adulte des outils pour apprendre. Mais tout faire en ne faisant rien parce que je crée les situations, mais je ne dois pas apprendre à la place de l'autre. Je dois me retirer d'une certaine manière, exercer ma retenue pour que ce soit l'autre qui s'engage dans l'apprentissage, qui s'engage lui-même librement et que cet engagement lui permette de s'approprier des savoirs et de conquérir un peu plus d'autonomie, de devenir un peu plus émancipé. Tout faire en ne faisant rien.
Voilà quelque chose de très exigeant. Voilà quelque chose qui nous renvoie à la nature même de l'entreprise pédagogique, organiser des situations qui sont toujours des situations plus ou moins contraintes, mais des situations qui permettent à ceux à qui elles s'adressent de développer leur liberté et de s'investir. Utiliser les contraintes pour favoriser l'émergence de la liberté. Voilà le paradoxe et voilà la grandeur de l'activité pédagogique. Alors maintenant, à partir de là, demandons-nous qu'est-ce qu'une doctrine pédagogique? Qu'est-ce qu'une doctrine pédagogique? Eh bien, si l'on regarde les doctrines pédagogiques, ou plus largement les doctrines éducatives qui existent dans l'histoire ou qui se développent aujourd'hui, on s'aperçoit que ces doctrines comportent toujours trois dimensions. La première dimension, et elle est parfois un peu oubliée, c'est la dimension des finalités. Dans toute doctrine pédagogique, il y a une représentation du type d'individu, du type d'humain que l'on veut former et du type de société dans lequel on veut qu'il s'intègre. Il y a toujours cette question, quel enfant, pour quel avenir, pour quel monde? Et si cette question n'est pas posée d'une manière claire, précise, elle est néanmoins toujours présente et nous avons toujours à la débusquer. Et puis il y a une deuxième dimension dans une doctrine pédagogique, c'est celle des connaissances. Une doctrine pédagogique ne peut pas exister en apesanteur, elle s'appuie sur des connaissances précises, qui sont des connaissances qui nous permettent de comprendre comment un enfant apprend, comment il se développe, quels sont les mécanismes intellectuels qui sont à l'œuvre dans son apprentissage, quelles sont aussi les influences sociologiques qui contribuent à son développement, qui parfois sont des obstacles à son développement, quels sont les outils que l'on peut mettre à sa disposition. C'est la raison pour laquelle le pédagogue a besoin de puiser des connaissances dans un certain nombre de sciences, dans la psychologie, dans toutes les psychologies, dans la psychologie cognitive, dans la psychologie culturelle, dans la psychologie clinique. Il a besoin de savoir un certain nombre de choses sur ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Il a besoin de savoir en quoi certains enfants ont des déterminations sociologiques qui les amènent à agir plutôt de cette manière que d'une autre. Il a besoin de ces connaissances-là, de même qu'il a besoin de connaissances didactiques. Il a besoin de connaître les savoirs qu'il doit enseigner, de connaître l'histoire de ces savoirs, de connaître les obstacles qui ont eu lieu dans la construction de ces savoirs, les obstacles qui sont apparus dans la construction de ces savoirs, parce qu'à partir de la connaissance de ces obstacles, eh bien, il connaîtra la manière dont les élèves peuvent résister plus ou moins à l'enseignement qu'il leur donne. Donc il y a des finalités, il y a des connaissances et il y a des pratiques. Les pratiques, c'est les méthodes, les pratiques, c'est les institutions. La classe est une institution qui n'est pas éternelle. Il y a des systèmes éducatifs anciens et encore quelques-uns aujourd'hui qui fonctionnent sans la classe. Les manuels scolaires, les exercices, tout cela, ce sont des méthodes particulières, des méthodes que l'on mobilise et que l'on met au service de finalités en s'appuyant sur des connaissances. Alors si je récapitule, eh bien, on arrive à cette idée qu'une doctrine pédagogique comprend toujours trois choses: des valeurs qui renvoient à des finalités, des connaissances qui renvoient à des sciences et des pratiques qui renvoient à des méthodes. Et ce qui fait l'unité d'une doctrine, eh bien, c'est la cohérence entre ces trois domaines. Alors c'est compliqué parce que ces trois domaines sont hétérogènes. Les valeurs relèvent de la philosophie, les connaissances relèvent de la recherche positive, les méthodes relèvent d'une recherche plus pragmatique, plus empirique, mais les trois doivent faire quelque chose de cohérent. Et je crois que nous avons besoin, nous autres enseignants, de penser toujours ces trois dimensions ensemble. Et je dirais en particulier aujourd'hui. Pourquoi en particulier aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un moment où on aurait tendance à penser que les sciences à elles seules peuvent fonder la pédagogie. Mais non, les sciences ne peuvent pas fonder la pédagogie parce que les sciences présupposent une idée de l'enfant et de l'homme et de la société. Alors elles ne nous le disent pas, évidemment, ou elles ne nous le disent qu'à mots couverts,
Mais elle est là, cette idée de l'homme et de la société. Et le scientisme, quand il prétend nous dicter nos comportements pédagogiques, il le fait en ayant un arrière-fond, une idéologie que nous devons identifier et débusquer. Et il nous faut avoir cette lucidité. Et cette lucidité, je crois que tout enseignant a le devoir de l'acquérir. Tout enseignant a le devoir de comprendre comment ce qu'il fait au quotidien, bien, s'inspire de principes qui vont former un certain type d'humain, en même temps s'appuie sur des connaissances cohérentes avec ces principes et met en œuvre des pratiques qui sont elles aussi en phase avec ces principes et avec les connaissances. Alors, voilà pour ces quelques précisions terminologiques et je crois qu'elles étaient nécessaires pour pouvoir rentrer dans la deuxième partie de ces remarques sur ce que concrètement la pédagogie peut apporter à l'enseignant qui se trouve face à une classe aujourd'hui. Alors d'abord, et évidemment, nous venons de le découvrir, c'est sa fonction critique. L'enseignant doit être lucide sur ce qu'il fait. L'enseignant doit être un concepteur, doit être un acteur social, doit être quelqu'un qui comprend ce que la société lui demande de faire et qui le fait en ayant conscience des enjeux dans lesquels il est situé. La pédagogie a à cet égard une fonction critique absolument essentielle. Elle nous permet à nous autres enseignants de ne pas être de simples marionnettes manipulées par des pouvoirs politiques ou par des lobbies scientifiques ou par des modes idéologiques. Elle nous permet de comprendre ce que nous faisons, d'être au clair avec nous-mêmes et de savoir vers où nous allons, qui nous formons et comment nous formons. Mais au-delà de cela, la fonction de la pédagogie, c'est de nous aider à prendre des décisions et à prendre les bonnes décisions. Une classe, c'est un espace où l'on prend une multitude de décisions. À chaque instant, on prend des décisions. Je décide d'interroger tel élève, de m'appuyer sur tel exemple, de préciser ma pensée de telle manière, d'aller écrire au tableau à tel moment, de demander aux élèves de faire tel exercice à tel autre moment. Je prends une multitude de décisions. Alors ça peut être des décisions routinières que nous avons en quelque sorte intériorisées, ça peut être aussi des décisions sur le moment face à des situations difficiles, des situations de crise par exemple. Et il faut apprendre à prendre les bonnes décisions. Parce que quand on regarde un enseignant acteur dans sa classe, on s'aperçoit qu'une décision parfois apparemment insignifiante peut faire basculer complètement la classe d'un côté ou d'un autre, peut amener la classe à comprendre, à se mobiliser vers des savoirs, à adhérer à un propos, à un discours, ou bien au contraire, peut bloquer la classe, la mettre dans une situation de refus, de rejet et engendrer de l'échec. Oui, apprendre à prendre les bonnes décisions. Alors, comment on apprend à prendre les bonnes décisions? En se formant un jugement. Et comment on se forme un jugement? Eh bien, on se forme un jugement en allant regarder ceux qui ont agi. Ces pédagogues qui précisément se sont confrontés à des élèves compliqués, à des élèves qui ne voulaient pas apprendre. Et on regarde comment ils ont fait eux pour analyser la situation, identifier des hypothèses de solutions, choisir des solutions, éventuellement réguler leur travail en fonction de l'observation de leurs résultats. Oui, ça c'est très important. C'est la raison pour laquelle étudier Freinet, étudier Korczak, étudier Paulo Freire, et étudier John Dewey, étudier tous ces gens, ça n'est pas simplement visiter le passé, c'est aller se mettre en quelque sorte dans leur peau pour vivre à travers eux les décisions, la nécessité et l'urgence et l'impératif des prises de décision en mesurant à la fois les enjeux et en identifiant les hypothèses avant de faire les bons choix. Mesurer les enjeux, identifier les hypothèses, faire les bons choix. Mesurer les enjeux. Qu'est-ce qui se passe dans une classe?
Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi ils bloquent là-dessus? Pourquoi tout d'un coup, il y a un phénomène de bouc émissaire qui se met en place? Pourquoi quand je mets en place un travail de groupe, il y a un leader qui va accaparer tout le travail et les autres vont simplement être des exécutants ou des chômeurs? Pourquoi? Il faut comprendre cela. Il faut avoir des modèles qui permettent de comprendre cela, de voir les enjeux qu'il y a au quotidien dans la classe. Voir les enjeux, en général, pour ma part, je le décris en montrant que ces enjeux peuvent être compris à travers un certain nombre de tensions fondamentales. Alors, parmi ces tensions fondamentales, eh bien, j'en identifie un certain nombre. Par exemple, une tension fondamentale pour moi, c'est la tension entre la finalisation des activités et la formalisation des acquisitions. Finaliser les activités, c'est allez, on fait un tableau, on fait un panneau, allez, on sort, on fait une enquête. Oui, tout ça, ça mobilise les élèves. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Il faut bien sûr finaliser l'activité, mais il faut aussi formaliser les acquis. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Et les tâches ne sont pas les objectifs. La tâche auxquelles les élèves vont se livrer, qu'ils vont faire, n'est pas l'objectif qu'ils doivent atteindre. Parce que d'ailleurs, une fois que la tâche sera terminée, eh bien, ils vont l'oublier. Alors que l'objectif, ils doivent l'intérioriser et l'avoir en tête. Et ça fait partie d'eux-mêmes. À partir d'un certain moment, c'est totalement eux-mêmes qui ont atteint l'objectif et ça fait partie de leur personnalité. Donc, il y a là un travail qui est un travail très compliqué et en même temps très essentiel à faire dans le quotidien de l'école, qui consiste à aller vers la finalisation quand on sent que les élèves ont besoin d'être motivés, d'être mobilisés. Et puis, à certains moments, à dire, ah là, on arrête, on formalise, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et puis là, on formalise, on explique, on définit, on structure. Mais quand on structure trop, eh bien, on perd le sens. Alors à ce moment-là, il faut redéplacer le curseur et aller vers la finalisation. Finalisation, formalisation. Mais il y a d'autres tensions, bien sûr. Il y a une autre tension que vous connaissez bien, qui est une tension à laquelle vous êtes tous confrontés, qui est la tension entre la préparation, entre la programmation et entre l'attention à l'événement. Quand vous êtes enseignant, vous préparez, vous programmez, vous organisez votre travail. Et en même temps, il se passe des choses, il arrive des choses que vous n'avez pas prévues, que vous n'avez pas organisées. Alors il faut savoir suspendre la programmation pour faire place à l'événement imprévu. Mais il faut aussi à certains moments reprendre la programmation. Parce que si on ne reprend pas la programmation, eh bien on part dans des chemins de traverse qui n'ont pas nécessairement d'aboutissement. On pourrait multiplier les tensions. Il y en a une qui est évidemment très importante entre l'attention aux individus singuliers, l'individualisation nécessaire, mais aussi l'attention au collectif, la construction du collectif qui doit partager les mêmes savoirs. Alors oui, il faut à certains moments être attentif aux individus, mais si l'attention aux individus détruit le collectif, eh bien il faut redéplacer le curseur vers le collectif et ainsi de suite. On pourrait multiplier les exemples de cela et on pourrait montrer à quel point il est nécessaire pour un enseignant d'être conscient de ces enjeux, de comprendre les tensions qui traversent l'entreprise éducative, parce que c'est la compréhension de ces tensions qui permet à l'enseignant d'agir, d'ajuster son comportement. Alors, ce comportement, eh bien, il va s'exprimer à travers des hypothèses. Et voilà. Et ces hypothèses, eh bien, on les trouve chez les pédagogues. Bien sûr, vous pourrez en imaginer des hypothèses, mais des hypothèses telles que les ont formulées Makarenko, telles que les ont formulées des gens comme Itard, etc. Ce sont des hypothèses qui sont toujours pour une certaine partie, valables aujourd'hui. Et l'histoire de la pédagogie, c'est un réservoir fantastique d'hypothèses. C'est un réservoir fantastique de propositions, et de propositions dans lesquelles nous pouvons puiser pour prendre des décisions. Non pas pour appliquer mécaniquement ces propositions, mais pour prendre des décisions. Alors,
à partir de ce qu'on a analysé, à partir de sa mémoire pédagogique, c'est-à-dire de tout ce que l'on a travaillé, de toutes ces méthodes, de toutes ces hypothèses que l'on a rencontrées à travers les grandes figures de la pédagogie, eh bien, on va chercher là-dedans, dans cette panoplie-là, ce qui correspond à un moment donné à ce qui va me permettre d'agir pour faire de ma classe un écosystème apprenant solidaire. Voilà, voilà à quoi, je crois, sert la pédagogie. Et vous voyez qu'elle est vraiment au cœur d'un acteur, au cœur d'une action qui est une action lucide, une action réfléchie, une action qui se veut aussi une action efficace. Pas efficace au sens où elle serait mesurable toujours à travers des tests standardisés, mais efficace au sens où elle se veut émancipatrice, elle se veut capable de promouvoir une société plus solidaire, elle se veut capable de former des sujets pour cette société plus solidaire. Alors, la pédagogie, oui, elle est indispensable, elle est nécessaire pour enseigner, et sans pédagogie, on est un robot, on est une machine, un ordinateur. Un ordinateur n'enseigne pas. Un ordinateur, tout au plus, permet à un enfant de faire des exercices, mais encore faut-il que quelqu'un ait programmé l'ordinateur, encore faut-il que quelqu'un ait décidé l'enfant à effectuer tel ou tel programme sur l'ordinateur. Non, l'enseignant n'est pas une machine, l'élève n'est pas une machine. La rencontre entre l'enseignant et l'élève est une rencontre qui est toujours à inventer. C'est une rencontre qui est toujours chargée d'imprévus. C'est une rencontre qui ne peut pas être l'objet de protocoles standardisés, systématiques. C'est une rencontre qui fait appel à des décisions lucides, à une pensée critique, à une inventivité informée. Soyez inventif à partir de tout ce que la pédagogie vous apporte, inventif et lucide, et je crois que vous serez d'excellents pédagogues. Voilà, merci de votre attention. Bueno, yo vi este video ya varias veces, da para verlo varias veces. Sabemos que algunas y algunos colegas tuvieron dificultades por el tamaño de la letra, pedimos disculpas, sin duda esto va a ser resuelto. Quisiera quedarme con las últimas palabras de Philippe Mérieux, invitarlas a que lo escuchen nuevamente, porque aunque es muy coloquial, es muy denso lo que dice en sentido muy profundo. Él dice, la pedagogía es indispensable en la formación de las y los docentes, porque la tarea de enseñar, él dice, consiste en la toma de decisiones. No todas las situaciones las podemos prever y no hay ninguna programación completa que vamos a poder realizar de modo completo, sino que por el contrario tenemos que tener disponibles las herramientas para la inventiva, para la improvisación, él dice para una imaginación informada. Y en ese sentido, la pedagogía y los grandes pedagogos a los que él no deja de recurrir, desde Paulo Freire hasta Makarenko, los grandes pedagogos, esas inventivas que hicieron historia en la pedagogía, también nos ayudan a poder pensar las situaciones específicas en las que tenemos que trabajar. En ese sentido, él confía y plantea, creo que es una de las ideas claves de Philippe Mérieux, la educabilidad, es decir, la confianza en que todas y todos pueden aprender. En algún lado dice
si algún estudiante no aprendió, es que tengo que preguntarme de nuevo cómo tengo que enseñarle, qué otra cosa tengo que buscar para enseñarle. Esa confianza en la educabilidad de todas y de todos requiere de muchos saberes de quienes estamos a cargo de la formación, de saberes que nos alimenten en esa toma de decisiones que se definen en cada situación, en cada aula, en cada territorio. Así sea para salir de la planificación, porque la situación lo exige, y volver mejor a ella. Entonces, bueno, Philippe Merier tiene, me parece, una serie de ideas muy ricas para pensar la presencia de la pedagogía en la formación docente y diría en el trabajo de enseñar, es decir, no solo en la formación docente inicial. Las y los invitamos a volver a verlo, a compartirlo con sus colegas, estudiantes, futuros colegas, y nos seguimos viendo para seguir conversando pedagógicamente para una escuela más justa y más feliz para todas y todos nuestros chicos, chicas, adolescentes y adultos. Gracias y hasta la próxima.